Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être à l'écoute de votre chaîne préférée Sen-Plus Sport pour ce premier numéro. Droit au but, rien à voir avec l'Olympique de Marseille. Nous allons recevoir Cheikh Oumar Sy, ancien gardien de but de la Jeanne d'Arc, expert financier. Avec lui, nous allons parler de la gouvernance du football au Sénégal et particulièrement de la fédération qui va tenir son AG élective au mois d'août. Alors, quel regard portez-vous, cher, sur cette situation, le manque qui est en train de se dessiner au sein de la fédération? Merci beaucoup, Salim. Déjà de m'avoir donné l'opportunité, ma toog sa kanam di waxtaan ak Sénégalais ci thème boo xam ni dafa am solo muy gouvernance du football sénégalais. booy wax nag ci gouvernance du football sénégalais dafa am situation tey boo xam ni dafa jógee depuis 60 bien avant ba tey. Pas mal de politiques ont été mises en place. Pas mal de fédérations sont passées. Mais Dieu a fait que, avec la fédération actuelle, en 2021, si je ne me trompe pas, lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun, il y a eu un manquement. Parce que les gens avaient constaté qu'à chaque fois que nous avons une compétition internationale, désillusion mo fa doon am dañuy yaakaar mu tas ba bi ñu waxee manko pour dem jël ndam ni Sénégal yëpp gëm ko yàlla dafa def ñu dem jël ndam ni. Boo ma posé question sur la gouvernance dama jël référentiel boobu pour wane ne la gouvernance du football au Sénégal ci situation bi ñu nekk actuellement manko rek la laaj moo tax man ci suma xalaatu bopp nañu defoon manko uti ndam li dañu war a defaat manko pour une fédération forte et une fédération forte autour d'une vision. Mais pas autour des hommes pour choisir qui on veut pour simplement choisir. Il faut que le management change. Mais moi, l'étude que j'ai faite du changement doit résulter d'un diagnostic du football sénégalais à l'heure actuelle. Pourquoi diagnostiquer? Dans les rôles, il y a une force là, qui management de gouvernance, il y a une faiblesse là, qui gouvernance. Mais il y a une opportunité là avec le monde ak yan menace moo nekk suñu kanam waa tey tollu nañ moment boo xam ne suñu xool ci force bi mu nekk benn diagnostic interne ñëpp gis nañ ne ci Sénégal il y a la présence de talents exceptionnels. Il y a une augmentation de la participation des jeunes yi dañu beaucoup de football. Adhésion bi c'est fort. Or l'avenir c'est pour les jeunes. Il faut qu'on les encadre. Beneen force bi ñu am mooy système de formation bi ñu mettre en place mi ngi amélioré wu. Même su fekkee ne am na quelques insuffisances. Troisièmement, on sent une performance solide des équipes nationales. Toute catégorie. Il y a des performances. Nous dem ci quatrième force bi mu am un engouement populaire de football. Sëriñ sax Sénégal dañ bëgg football. Ñëpp bëgg football. Donc ça c'est un principal levier. Ñu amaat beneen force boo xam ni il y a la présence de cadres et de compétences de haut niveau au Sénégal. Am na. Et nga dem ci sixième force bi muy quoi qu'on dise la fédération respecte les calendriers des compétitions locales. Date telle, terminée date telle. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été. Et septième bi, on a une fédération aujourd'hui qui est liquide. Au moins, ça peut être un point de départ pour qu'après la
assemblée générale, qu'on puisse avoir au moins de manière interne, de manière autonome, une capacité financière pour gérer les 4 prochaines années, surtout qu'en 2026, il y a une Coupe du Monde qui va arriver encore. Donc, du point de vue des faiblesses. Il y a une gouvernance financière. Mais de manière globale, on va revenir là-bas. On va revenir sur la gouvernance. Mais vous me permettez de terminer le diagnostic et de dire quels sont les objectifs stratégiques. Et parmi les objectifs, il y a la gouvernance financière. Donc, du point de vue des faiblesses, tout le monde reconnaît que aujourd'hui, le football tel qu'il est géré, on note une insuffisance d'infrastructures modernes. Malgré la construction du secteur. Malgré, on en a, mais c'est encore insuffisant. Deuxième faiblesse, c'est les problèmes de gouvernance de la fédération, des ligues et des clubs. Vraie gouvernance porteuse de développement. Et ne pas gérer que l'actualité des compétitions, mais avec presque une vision à moyen et long terme précise qui sera déroulée par n'importe quelle équipe qui vient. Comme les gens disent, horizon 2050, 2063, comme dans le cas de l'UA, que les gens aient une vision sur 2050. Mais avec segmenté en vision, mandat 4 ans, 4 ans, 4 ans, comme actuellement, 2026 certainement, 2029, ainsi de suite. Donc, pour dire, il y a insuffisance d'infrastructures modernes. Deuxième faiblesse, j'ai dit gouvernance de la fédération, des ligues et des clubs. Et troisième point que j'ai évoqué, c'est la formation, elle est insuffisante. Et on note des problèmes de gestion des carrières des joueurs et de tous les acteurs du football. Il y a un problème, on ne planifie pas, il n'y a pas une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences efficaces échelonnées sur plusieurs années. Ça, toutes les fédérations du monde civilisé, ça, on ne le sent pas. Quatrième point, qui est extrêmement important et qui tue notre football local, c'est la fuite des jeunes talents vers l'étranger. On prépare très jeunes et on les fait fuir. Tout le monde cherche son intérêt personnel, famille, entraîneur, promoteur, et ça, c'est pas beau pour le football local. Et cinquième faiblesse, c'est l'insuffisance des projets de football business qui n'existent pratiquement pas. Structurant. On ne sent pas le football business, l'économie du football. On ne sent pas ça dans les clubs comme dans la fédération. On sent comme sixième faiblesse des compétitions de haut niveau, des compétences de haut niveau exclues de la gouvernance. Il y a beaucoup de compétences qui sont dehors et qui veulent entrer, mais qui sont exclues et qui peuvent participer pourtant efficacement dans les différents organes de la fédération. Et même en partenariat avec la fédération. Ça, on verra dans les objectifs stratégiques. Septième, on a des clubs sans infrastructure sportive. Il y en a beaucoup. Et voire même sans patrimoine. Des clubs papier. Si vous êtes où votre siège, on ne sait pas. Et ça, c'est des problèmes à corriger. Huitième faiblesse, c'est la faiblesse des ressources financières des clubs et associations qui sont membres de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise. Et enfin, dernière faiblesse, c'est faible présence des supporters dans les compétitions des clubs. Il n'y a pas une adhésion des supporters. Voilà les faiblesses que j'ai ressorties. Maintenant, force, faiblesse, et il y a des opportunités qui se présentent devant nous, qu'on doit exploiter, mais dans une bonne organisation, dans une bonne gouvernance. Quelles sont ces opportunités? Première opportunité, quoi qu'on dise, l'État a eu des projets de développement des infrastructures sportives qui sont en perspective. Ça aussi, ensemble, tout le monde doit faire pour que ça puisse être concrétisé. Et ne pas rester là, l'État a défailli, tel défailli. L'État, c'est l'affaire de tout le monde. Il y a des possibilités, il y a des solutions qui seront données tout à l'heure dans
les objectifs stratégiques. Deuxième opportunité, moi, la popularité croissante des jeunes, des joueurs sénégalais à l'international, qui donne une possibilité de vendre l'image du football sénégalais. Les Kalidou, les Sadio Mané, c'est des gens qui sont connus. C'est les ambassadeurs du football sénégalais. Mais jusqu'à présent, on constate cette popularité, mais on ne l'exploite pas du point de vue marketing, sponsoring, merchandising. Ils font le bonheur des autres en Europe. Troisième, il y a une continuité des programmes forward de la FIFA. C'est des allocations financières aux associations membres de la FIFA après chaque Coupe du Monde. Il y a une perspective Coupe du Monde, certainement, il y aura Forward 4. Et de ce point de vue, vous verrez que dans la gestion financière de la fédération, les allocations FIFA-CAF occupent une place de choix dans les ressources de la fédération. Ça, c'est des opportunités qui vont demeurer et qu'il faut saisir. Quatrième opportunité, c'est les possibilités de partenariats internationaux entre les clubs européens et autres continents avec les académies de foot local. Mais on ne va pas laisser les académies des clubs initier leur propre partenariat. Ça doit être coordonné, ça doit être ajusté et ça doit être contrôlé par la fédération. Il faut une certaine organisation. Nous avons aussi, cinquième opportunité et la dernière, c'est les possibilités de développement du football business ou économique du football grâce aux investissements directs étrangers. Les clubs étrangers veulent occuper l'Afrique. La tendance, elle est là. Il faut qu'on s'organise pour pouvoir les attirer et développer les académies, développer les clubs dans le cadre de partenariats entre clubs académies et clubs étrangers qui sont dans les meilleures dispositions. Autant d'opportunités qu'il va falloir saisir. Mais il y a des menaces qui se présentent à nous. Il faut qu'on tienne compte de ces menaces-là pour l'avenir. Ce qui est passé, c'est passé. Mais c'est le constat-là, un diagnostic qui doit nous pousser d'aller vers l'avenir. Mais quelles menaces on a actuellement devant nous? Tout le monde sait qu'il y a une transformation réglementaire, une transformation technologique, une transformation numérique du management du football. Il faut qu'on s'adapte. Il y a des compétences en numérique, il y a des compétences en technologie, il y a des compétences au plan réglementaire qui sont là. Tout le monde doit être impliqué pour travailler pour que le football sénégalais s'adapte aux exigences à cette transformation internationale. Impulsée par la FIFA, qui l'impose à toutes les confédérations et qui souhaite aussi que tous les clubs soient dans cette dynamique-là. Nous avons comme deuxième menace, c'est une concurrence croissante au niveau continental, au niveau international. Il y a les joueurs européens qui font partout, il y a surtout les Brésiliens, qui sont en Arabie Saoudite un peu partout. En Afrique aussi, on a une concurrence. Il faut savoir bien gérer. On verra cette concurrence continentale et internationale en renforçant encore la qualité de notre production. Troisième menace, c'est l'instabilité politique, économique et sociale depuis quelque temps. Il faut que ça s'arrête. Tant que ça ne s'arrête pas, ça va être très difficile de développer un football de haut niveau. Ça va être en plus donc des autres secteurs économiques. On a besoin de cette stabilité-là. Quatrième menace, on a une politique sportive qui n'est pas conforme aux exigences du football international. Et récemment, on a senti, même 2023-2024, des prévisions de la fédération montrent une baisse des subventions de l'État. Donc il y a une réduction des subventions de l'État qui s'affichera encore jusqu'à ce que l'État soit dans les meilleures conditions pour que peut-être ça reprenne. Mais il ne faut pas qu'on compte aussi trop sur les subventions de l'État. Nous devons de manière propre essayer d'impulser une stratégie qui va permettre à la fédération et au club d'avoir une grande autonomie et exiger moins d'apport de l'État, comme ça se fait en France et un peu partout. Ça, c'est au moins la quatrième menace. Cinquième menace, avant-dernière menace, on sent des inégalités dans l'accès au football des jeunes. Tout est concentré à Dakar. Les régions, les départements, des jeunes qui veulent prospérer
mais n'ont pas d'encadrement qu'il faut. Donc, il va falloir agir sur la décentralisation du football de manière forte, avec des infrastructures, la formation et surtout les compétitions. Les compétitions. Donc, redynamiser un peu les compétitions au plan régional, au plan départemental, à tel point que les jeunes sentent qu'ils peuvent avoir des perspectives meilleures et se faire voir, et par conséquent avoir la possibilité de tirer des avantages du football. Et dernière menace, c'est l'absence des clubs vraiment sénégalais dans les grands rendez-vous des compétitions africaines de clubs de la CAF. Premier tour, deuxième tour maximum après, et puis on revient. À tel point que parmi les 20 clubs, souvent de classement de la CAF, on ne voit pas une équipe sénégalaise. Ça aussi, c'est des choses à corriger. Voilà une cartographie de l'analyse que j'ai faite du football sénégalais. Elle n'est pas exhaustive. D'autres éléments peuvent sortir. Et ce document, cette réflexion doit être enrichie dans le cadre d'intégrer tout ce qui est force, faiblesse, opportunité, menace, pour qu'on ait quand même un référentiel qui permette de développer le football au Sénégal. De cette analyse, en résulte des objectifs stratégiques pour le prochain mandat. Quel objectif autour de 8? Vous me permettrez tout de suite de les décliner et après on ouvre la plage des questions. L'assemblée qui se dessine, je l'ai dit tantôt, doit être un manco. Encore. Pas pour Dem Poutindambi, à mon niveau, mais un manco pour une vision qu'on partage. 2026-2029. Mais pas manco pour dire on va mettre tel ou tel ou tel, sans que ce tel n'ait les compétences de valoriser la gouvernance de notre football au plan international et au plan local. J'ai pensé à des objectifs autour de 8. 1. La conformité réglementaire. Et quand on parle de conformité réglementaire, ça veut dire que cette conformité doit permettre de revoir les statuts, les règlements, les codes, les conventions, les contrats, les cahiers de charges. Doivent être refaits, restructurés. C'est ce qui fait que j'ai dit que cette vision doit être la restructuration, la conformité, l'adaptation et le développement. C'est des mots-clés. Conformité réglementaire, voilà le domaine. Il y a des compétences ici au Sénégal. Je peux même dire le professeur Ablaye Sakho. Et d'autres qui sont là, qui sont capables de travailler pour que ces textes répondent aux exigences de la FIFA correctement et répondent aux principes déontologiques et surtout de moralité de gouvernance du football. Il y a des compétences, il y a beaucoup d'avocats qui sont là. On a la crème des compétences qui sont là, mais qui sont un peu à côté. Deuxième objectif, c'est la réalisation de projets d'infrastructures sportives modernes. Mais dans ce cadre-là, moi je propose un partenariat public-privé. Il y a beaucoup de privés nationaux qui investissent dans le bâtiment. Le secteur du bâtiment tire l'économie sénégalaise. Mais pourquoi ne pas investir dans des infrastructures sportives avec une vocation culturelle qui vont permettre de rentabiliser ces investissements au-delà du football? Associer le sport, le football, la culture, l'événementiel pour développer ces infrastructures-là dans le cadre d'un partenariat public-privé. Deuxième point, c'est les investissements directs étrangers. La FIFA a des programmes dans le cadre de foires de donner, de réinvestir dans les infrastructures dans les pays des différentes associations, des différentes fédérations. Ça va continuer. En plus maintenant des autres clubs européens qui peuvent investir. On a vu le cas de certains clubs qui sont en partenariat avec les clubs européens. Ça doit continuer et ça peut être une opportunité pour développer ce deuxième point. Et en plus maintenant du programme foire. Troisième objectif, c'est investir dans les technologies numériques. Il faut investir. Et investir dans les technologies numériques, la digitalisation aujourd'hui est de rigueur.
La digitalisation doit permettre à la fédération et aux autres instances d'avoir une bonne visibilité vis-à-vis de la masse, vis-à-vis de l'étranger, que cette visibilité soit concrétisée à partir de la digitalisation. La technique VAR aussi doit être élargie dans tous les stades pour qu'on aide les arbitres. Mais nous avons aussi l'intelligence artificielle qu'il va falloir implémenter dans l'organisation du football, tant au niveau de la fédération qu'au niveau des clubs. Ça peut beaucoup apporter en matière de communication identitaire. Ça peut beaucoup apporter en matière de communication d'influence. Beaucoup apporter en matière de communication territoriale. L'intelligence artificielle. Sans qu'on fasse beaucoup d'efforts. Voilà les 3 points sur lesquels j'insiste par rapport à l'investissement sur les technologies. 4e objectif, c'est la promotion du foot business. Sa promotion du foot business, c'est d'abord, tantôt je vous avais dit que dans le diagnostic, les supporters ne viennent pas au match des clubs. Mais il va falloir qu'on change le profil du supporter. Qu'au sein des clubs, qu'il y ait des formes juridiques qui permettent aux supporters d'être des actionnaires. C'est possible. Que le supporter actionnaire puisse s'investir dans le club et attendre des dividendes. En ce moment, le supporter va doublement être un investisseur dans le club, mais aussi un client du club, parce que dans le merchandising, dans le sponsoring, les supporters peuvent être d'un grand atout pour chaque club. Il faut qu'on concrétise. Vous voyez un peu. Donc, dans ce cadre-là, le partenariat public-privé aussi peut être diligenté par les engagements par signature. L'investissement direct étranger, club, académie aussi reviendra. Mais ça, il y a une compétence extrêmement puissante qui est là, et d'autres encore. Massata Diak, c'est un exemple, qui a fait beaucoup de travail dans ce sens-là. Mais pourquoi ne pas l'associer aux gens? Il y a d'autres encore qui sont là. Et pour permettre quand même au moins à cette fédération-là de développer le foot business partout dans le monde, et ça va être un levier de développement durable. On parle de l'économie solidaire, l'économie bleue, l'économie verte, mais tout c'était l'inclusion financière. Mais ça passe par l'adhésion de la population. Et la population peut adhérer à travers ce chemin-là. Et c'est très possible. Pour ce cas. Ce 5e point, vous êtes pressé, je sais. Non. Il y en a 8. C'est l'opportunité de développement, de développer les acteurs. Tous les acteurs. Footballeurs, des autres acteurs. Comment? Dans ce point, il faut que la formation soit renforcée. Mais il faut aussi que les techniques d'assurance, les techniques assurantielles soient de rigueur. Qu'on assure la sécurité sociale des joueurs, qu'on assure la sécurité à la retraite. Nous, on a été des anciens joueurs dans ce footballeur. Pas mal de mes collègues, de mes promotions, souffrent encore de la retraite. Il faut que c'est des employés, c'est des contrats qui sont là. C'est des professionnels. Les professionnels doivent avoir une bonne sécurité sociale, une bonne sécurité à la retraite, au même titre que tous les travailleurs qui sont au Sénégal. Donc revoir ce qui se passe dans le cours du travail, essayer de voir comment on peut faire en sorte que les clubs aussi paient des salaires, mais cotisent aussi pour la sécurité sociale des joueurs et des différents administratifs et acteurs. Donc ça, c'est le 5e point. Un 6e point, c'est plus de responsabilité sociétale. Aujourd'hui, la FIFA fait la promotion de toute tentative de réaliser les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du football. Mais plus de responsabilité sociale, ça va aider l'État un peu dans la gestion des secteurs sociaux. L'éducation, la santé, la sécurité et les infrastructures. Le football est le principal levier de développement durable. Moi, je le dis et je le redis. Le football peut jouer un rôle extrêmement important dans l'éducation, extrêmement important dans la santé, extrêmement important dans la sécurité, extrêmement important dans les infrastructures. Parce qu'à chaque fois qu'on met une infrastructure sportive moderne, on l'associe avec d'autres projets annexes dans le football business, l'agroalimentaire, le commerce, ainsi de suite d'exportation. On produit et on exporte. Donc l'agrobusiness peut être intégré dans le football dans le cadre de l'économie sport. C'est possible. Mais il faut reprofiler la relation entre club supporter, club partenaire étranger et jouer un peu sur la crédibilité de notre football à l'international avec ces compétences qu'on avait fait cas. Donc plus de responsabilité sociale.
Parce que le football est un véritable levier de cohésion sociale, tout le monde le dit. Septième, donc, avant-dernier objectif, il faut plus de performances sportives. Plus de performances, surtout au niveau des clubs. En équipe nationale, on doit maintenir les acquis. Dans d'autres segments de l'équipe nationale, on doit améliorer. Mais au niveau des clubs, à l'international, il faut qu'on les soutienne. Et ces soutiens, ça passe par le CEP, par les compétitions des jeunes, filles comme garçons. Les compétitions seniors, hommes comme femmes. Et qu'appui des clubs dans les compétitions africaines. Il faut que la fédération appuie les clubs au même niveau que la fédération appuie les équipes nationales à l'international. Et aujourd'hui, les clubs sont laissés pour le compte. Le petit appui qu'on leur donne, moi je dis le petit appui. Il y a des pays qui sont dans les 100 millions et poussières. Il y a d'autres qui sont dans les 200 millions et poussières. Mais 20 millions ou 10 millions, et ainsi de suite, à un club, avec tout ce que ça comporte comme charge et ambition pour aller figurer dans le carré magique, alors ça ne se développe. Ça aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et enfin, le dernier point, c'est le management sur résultat. La gouvernance sur résultat. Avec des objectifs SMART, des résultats mesurables, atteignables, qui sont là et qui sont évalués chaque année au sein de la fédération, au sein des clubs, au sein des académies. C'est une chaîne pyramidale qui part du sommet jusqu'à la base, cette fois-ci. Et le contrôle doit être de rigueur. Les différentes commissions, les 12 commissions qui sont à la fédération, pour la fédération, mais pour les clubs et pour les académies aussi, les contrôler, les encadrer. Vous voyez un peu. C'est entre comment dirais-je, le comité exécutif, la présidence et les autres, il y a des commissions qui travaillent à chaque niveau. Mais ce travail-là doit être répercuté de manière rigoureuse au sein des clubs pour leur exiger cela et faire en sorte que les clubs aussi soient bien structurés et puissent gérer vraiment l'avenir des différents pratiquants. Il faut, au-delà des objectifs, insister sur la performance individuelle au plan physique, technique, sanitaire, que au plan gouvernance, à chaque niveau, il faut qu'on sache mesurer les performances individuelles. C'est ça qui va permettre de dicter un peu le choix. Sans performance individuelle, l'arbitrage de recrutement du choix sera subjectif. Et enfin, la performance collective. Si on n'agit pas sur la performance collective, une stratégie de performance collective dans les clubs, dans les, comment dirais-je, dans les académies, on sera toujours dans le pilotage à vue. Et on a besoin aujourd'hui de refaire notre gouvernance. Et c'est ça le sens du Manko, M. Salou. La question a nécessité une réponse assez longue, parce que tout simplement, j'ai voulu tout simplement permettre de donner une substance pour qu'on ouvre maintenant le débat et qu'on puisse discuter sur certains points. Merci, Chérou. Vous venez vision, perspective de la gouvernance du football sénégalais, que je qualifierais de référentiel 2029 pour qui veut se l'approprier. Donc, vous avez décliné certaines faiblesses. Moi, je vais un peu axer ma question sur l'actualité, celle qui fait l'actualité. C'est la décision du ministère des Sports d'arrêter les subventions accordées aux clubs qui représentent le Sénégal, qui représenteront le Sénégal, parce que la décision vient de tomber pour les compétitions africaines. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision du ministère des Sports? Moi, je l'ai bien accueilli, cette décision-là. Je suis en phase avec Matassan, dont j'ai suivi l'émission. Et je lui ai donné déjà même mon point de vue. Parce que trop d'appui, ça développe la paresse. Il faut que, comme je l'ai dit tantôt, ça doit partir des clubs. Parce que la fédération n'est que l'émanation des clubs. Ça doit partir des clubs. Quand je constate dans les états financiers de la fédération, c'est eux qui disent que les subventions de l'État du Sénégal, qui étaient de l'ordre de plus de 118 millions en 2023, 2024, il n'y a rien.
Donc ça veut dire que c'est en train de se faire. Et ça va continuer encore. Parce que l'État, je pense, a d'autres impératifs. L'État vit des difficultés actuellement financières. Donc pour quelques années, il ne faut pas trop que les clubs et les autres comptent sur l'État pour ça. Il faut être réaliste. Mais maintenant, comment un club peut s'organiser? Le mécénat aussi ne peut pas être la solution durable. Il faut impérativement que les clubs essaient de revoir le business model. Supporters actionnaires, supporters associés, partenariat privé, public-privé, partenariat avec les investisseurs directs étrangers. Mais ça suppose que le club ait une visibilité de son histoire, déjà, s'engage à bien structurer et a aussi un plan d'avenir, des perspectives assez claires qui permettent à l'investisseur de se dire ah, si j'investis dans ça, j'aurai ça comme avantage, même si ce n'est pas des dividendes au plan financier, l'investisseur voit la capacité d'avoir un incubateur qui lui permet de bien gérer ses salaires là où il est, parce que les recrutants à un niveau tel contribuant à l'activation de l'incubateur et qui lui permettent d'avoir des compétences sans trop dépenser. Surtout qu'en Europe, les budgets aussi sont en train de diminuer. Beaucoup de clubs français sont déficitaires. Et il y a une politique en France actuellement. La Direction nationale de contrôle et de gestion est en train de faire, de donner, de prendre des directives dans ce sens-là pour la restructuration de certains clubs. Et qui risquent même de ne plus être éligibles en Ligue 1. Et pourtant, peut-être qu'ils occupent une bonne place du point de vue budgétaire. Donc aujourd'hui, il faut que les clubs se prennent en charge, que le mécénat ne soit plus de rigueur. Je disais à certains que si mon ami Chersek quitte le Jaraaf est foutu. Excuse-moi du terme. Vous voyez un peu. Il y a d'autres présidents aussi, s'il quitte, c'est lui que je connais. Parce qu'il fait au Jaraaf et ainsi de suite, tout le monde le sait. Il y a d'autres aussi qui sont là, qui font Babacar Ndiaye de Tenguet FC. On a Madi qui est là, qui a un projet, qui a tel, mais qui est projet que j'appelle moi projet unipersonnel. Vous voyez un peu. Donc Madi, vous prenez Madi avec Génération Foot. Génération Foot occupe une place dans le championnat, mais en termes de base affective, supporter, Génération Foot n'est pas à la même dimension que les clubs traditionnels. Vous voyez que ce mixage-là qu'il faut essayer de faire et être rigoureux, être décisif par le respect des cahiers de charges, avec un bon toilettage, et que les contrôles soient faits au niveau des clubs, du point de vue management. Et on impose au club des fonctions de compétences sportives, mais des fonctions aussi de contrôle et de comptabilité. Mais tant qu'on n'a pas une visibilité assez claire des finances du club, de l'organisation du club, des perspectives du club, personne ne va investir dedans. Et il y a des gens qui sont là qui peuvent les appuyer. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame ministre des Sports et de la Culture a pris comme décision, mais qu'une décision très sage et que je salue parce que le Sénégal aujourd'hui a d'autres préoccupations au plan social et au plan économique. Mais c'est une décision qui a soulevé des vagues. Ouais. Pensez-vous que le modèle de club professionnel au Sénégal est opérant? Mais il peut être opérant. Actuellement, il n'est pas opérant. Il est opérant en fait niveau. Vous voulez dire que le professionnalisme peut se développer au Sénégal. Et actuellement, c'est un échec, tel que décliné. Le professionnalisme que je vois au Sénégal n'est pas du professionnalisme. C'est comment? C'est pour beaucoup de raisons. Vous pensez que c'est un football amateur? Mais c'est plus un football amateur pour la raison qu'il y a des clubs amateurs qui viennent perturber les clubs de manière organisationnelle, titiller les clubs de Ligue 1. Il y a des clubs amateurs qui sont mieux organisés que certains clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais vous avez tantôt parlé de la direction du contrôle en France, les gendarmes du football. Du contrôle et de gestion, oui. Et de gestion. Oui. Et pourtant, cette commission existe bel et bien au sein de la fédération. Mais c'est mais attends, la commission en France a une autonomie qui est tellement large. Ici, on a ce que j'ai lu dans les statuts, c'est une commission qui est là, chargée du contrôle. Et qui est intégrée dedans. Beaucoup de clubs n'ont plus le conseil. La possibilité de payer leurs joueurs. C'est un conseil. Mais la direction
Ça, là-bas, c'est une direction. C'est une direction. Et Autonome. autonome. Qui n'a rien à voir avec la fédération, qui n'a rien à voir avec la ligue professionnelle, même si c'est hébergé par la ligue professionnelle. Mais ils ont pouvoir de faire des audits et d'instruire des dossiers en justice. Sans que même la fédération, Et le président de la fédération, d'envoyer les clubs en et d'envoyer les clubs, de les reléguer en dehors de leur relégation liée aux compétitions. Pourtant, Pour faute de gestion. cette commission existe bel et bien avec les mêmes références. Mais attends, mais au Sénégal, les clubs sont assujettis à un certain nombre d'obligations et de devoirs. Nous sommes des associations, nous sommes des sociétés à responsabilité limitée, nous sommes à peu près un peu des sociétés anonymes. Et dans ce profilage dans le projet, de double constitution. Dans le projet oui. concernant le football professionnel, il y a association et entreprise. Mais le cahier de charge n'est pas total. Le cahier de charge doit être revu. Vu qu'on nous dise qu'un chercheur non, c'est ça que je te dis. C'est lui qui... Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui les clubs fournissent est-ce que ce modèle est viable? Est-ce que les clubs fournissent des états financiers déposés à la fédération? C'est ce qui devait se faire. Mais est-ce que ça se fait? Non. Quand la fédération prend une décision, la fédération, avant de prendre la décision, doit informer les clubs des caractéristiques, des avantages, limites, risques de cette décision-là. Que les clubs soient ça. Mais il y a le devoir et l'obligation de diligence aussi, comme de vigilance. Vigilance, les mauvais comportements, les mauvaises pratiques. C'est à la fédération de corriger ça. Donc, devoir de conseil, mais devoir aussi de mise en garde sur beaucoup de paramètres. Mais tant que la fédération ne réalise pas ses devoirs et obligations, les clubs vont faire ce qu'ils veulent en termes d'organisation. Juste pour répondre à votre question, que ces devoirs et obligations supposent déjà aujourd'hui qu'on soit dans la rigueur qui nous permet d'asseoir de bonnes perspectives de développement du football au Sénégal. Parmi aussi les faiblesses, vous avez parlé du marketing du football. C'est une question très importante. Très importante. Très importante pour le football sénégalais. On a vu, on a constaté une faiblesse à ce niveau. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux dirigeants du football sénégalais et au ministre des Sports? Mais quand j'ai regardé les états financiers de la fédération, je vois un sponsoring contrat qui tourne autour de 785 millions et poussière en 2023. 785 millions. C'est trop faible. Non, je veux dire, tu dis un 7 qui baisse en 2024 en perspective. En perspective, parce que c'est les états de 2023. Donc, de 715 millions et poussière. Ça, c'est petit. Au regard de ce que j'ai dit tantôt, la crédibilité internationale de nos fameux joueurs. Et pourtant, il rachète des clubs, notamment Sadio Mané en Europe et Kalidou Koulibaly. Tout à fait, ils deviennent des actionnaires de clubs étrangers sans être des actionnaires de clubs d'ici. Ils cherchent donc à investir ailleurs et ne pas investir ici. Ils cherchent à canaliser des sponsors ailleurs et ne pas les canaliser ici. Il y a des structures, comme j'ai dit tantôt, Marsata et d'autres, qui font du sponsoring dans le cadre de cabinet pour d'autres compétitions, mais ils sont capables de le faire. Mais il faut qu'on les associe. Mais ce qu'on a à présent actuellement, c'est trop faible. Et c'est très possible de développer le sponsoring dans le temps. Le sponsor, qu'est-ce qu'il cherche? La bonne organisation d'abord. La moralité. Les principes déontologiques. Après viennent les perspectives sportives et l'adhésion de la masse. L'adhésion de la masse, visibilité. Donc c'est cette visibilité-là qu'il faut avoir à terme. Qu'on sente qu'il y a la rigueur, il y a l'adhésion de la masse, le sponsor, c'est ce qui l'intéresse. Cela suppose être capable de créer un engouement au sein. C'est une masse critique qu'il faut créer. Et le sponsoring ne peut pas tout le temps être moderne. Je vous donne, quand j'ai vu que lors de la Coupe d'Afrique, ou je ne sais pas quoi, quand les commerçants faisaient des maillots, il y avait des problèmes que j'avais vus entre la fédération et les commerçants. Mais il ne fallait pas arrêter. Il fallait les accompagner pour mieux les canaliser.
les capter parce que nous sommes une économie d'informel. Quand tu es dans une économie d'informel, tu ne peux pas sponsoriser et être toujours dans le formel. Il faut avoir un bon dosage entre le formel et l'informel. Accompagner l'informel pour que l'informel s'intéresse au football. Comme la lutte a fait avec les Tyson et autres. C'est les commerçants qui ont soulevé la lutte. Mais pourtant, les commerçants, les hommes d'affaires du secteur informel ne peuvent pas oser venir s'investir dans les clubs. C'est le premier point de sponsoring. L'inclusion sociale, l'inclusion financière, l'économie bleue. Les clubs doivent développer l'économie bleue en plus des trucs. L'économie verte. L'économie bleue, c'est la pêche. L'économie verte, c'est l'agriculture, c'est la verdure. L'économie solidaire, c'est un premier élément déjà pour intégrer le sport, le football, l'économie du football. L'économie solidaire. Nous sommes ce que nous sommes. Nous allons partir avec ce que nous avons. Intégrer dans les centres de formation des systèmes de production interne, dans l'agro. Mais vous avez aussi parlé de compétences. Il y en a beaucoup au Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question? Mais il y a beaucoup de compétences au Sénégal. Et ces compétences ne sont pas apparemment utilisées. Non, mais je vous donne l'exemple. Moi, j'ai la curiosité d'appeler certains journalistes qui ont vécu le football sénégalais de 1960 jusqu'à présent et qui peuvent te dire beaucoup de choses du football qui sont actuellement sur la touche. Mais Koumé. Koumé, Mamadou Kassé, tu prends Ablaye Dabou, tu prends même qui est constaté Ablaye Diaw. Il y a d'autres encore qui ont vécu ce football. Mais ne serait-ce que de reconstruire la bibliothèque des clubs, les afficher et remettre les musées des clubs. Ces gens-là peuvent jouer un grand rôle. Musée, équipe nationale, comme musée en France, partout. Mais ils peuvent jouer un grand rôle. Et ils peuvent vendre, accompagner, ce que j'avais dit, les compétences en marketing sportif et autres, Massata et autres, dans la promotion de notre football au plan continental, international. C'est des compétences journalistes qu'il faut utiliser. Ils ont un réseau extrêmement puissant pour faire cela. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, aussi au niveau des anciens footballeurs, il y a des gens qui sont très compétents. Il y a des gens qui sont très compétents, surtout les jeunes actuels, qui ont eu la chance de profiter de la mauvaise expérience des anciens, qui faisaient que du football, mais aujourd'hui les gens font du football et se forment en coaching, font du football et font autre business, font du football et autre chose. Mais pourquoi ne pas les impliquer dedans aussi, qui sortent, qui peuvent relever le défi au niveau du football local? Ça, c'est un élément extrêmement important. Je vois parmi ces gens-là, ces chroniqueurs, je donne un exemple qui est très patent. Docteur Gandour, c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu dans le football, moi. Et quand je l'ai appelé, je lui ai posé la question, il me dit que moi, je suis pharmacien. J'ai dit que moi, je lui ai dit, quel docteur vous êtes? Docteur en économie, docteur tel ou tel. Il me dit, non, je suis pharmacien. Mais j'aime le football, je fais beaucoup de chroniques. Mais il fait des chroniques terribles, des analyses pertinentes. C'est des compétences qui peuvent être récupérées pour promouvoir notre football à la télévision, un peu partout au plan national. Il y a d'autres domaines aussi, parce qu'on parle de marketing du football. Marketing du football, je donne l'exemple. Si la Côte d'Ivoire a Canal pour son championnat local, mais pourquoi le Sénégal n'a pas Canal? Il diffuse. Et il diffuse. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Alors, à qui la faute? Est-ce qu'il y a un plan? Mais je ne sais pas à qui la faute. Mais c'est là où j'ai dit que la gouvernance doit être revue du point de vue sponsoring, merchandising et marketing, avec l'utilisation maintenant des nouvelles technologies et les numériques. C'est possible, il y a des jeunes qui sont très compétents ici dans la promotion de notre football au plan des réseaux sociaux, dans la promotion de notre football au plan des grands médias. Mais les Européens, ce qu'ils veulent, c'est investir dans ce qui bouge. Mais si on analyse le profil des dirigeants actuels du football sénégalais, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent dégager ces axes-là, merchandising et tout? Mais c'est ça qui fait que je dis qu'il faut un manco. Justement. Il faut un manco pour, si on a une vision avec des objectifs très précis, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, le manco tel que conçu par Cheikh Oumar Sy, ou le manco tel que conçu par les acteurs, en tout cas les fédéraux, à mon avis, qui sont en train de... Bon, les gens ils mettent de parler de l'Ouvaï,
ruser pour rester à la... Non, ruser peut-être... Votre manco, il est différent. Moi, le manco que je souhaite, si les organes qui sont autour de la fédération, tels que les ligues, les anciens footballeurs, l'association des anciens footballeurs, futsal et autres, qui sont des organes de la Fédé, ne font pas leur assemblée générale avant l'assemblée générale de la fédération, ça veut dire que les présidents de ces organes-là deviennent de facto vice-présidents, les 6 vice-présidents de la fédération. Est-ce que dans le contexte du football sénégalais, on devrait permettre que des gens aillent en assemblée générale au mois d'août et que ces instances-là ne soient pas renouvelées? Mais c'est pas ça ça doit pas se faire. Ça veut dire que ce qui est logique, c'est d'abord de faire les assemblées générales des différents organes et qu'on nomme encore ce qu'il faut, qu'on élise ce qu'il faut, et en fonction des statuts et règlements intérieurs de ces associations-là, de ces organisations-là, et venir en assemblée générale de la fédération où il va falloir élire les membres du comité exécutif. Les 23 membres. Apparemment, ils sont en train de fermer les yeux sur ces aspects-là. Hein? Ils sont apparemment en train de fermer les yeux. Mais c'est ça qui fait que je dis, si on se base sur les statuts, il n'y a plus de manco. Si on a manco, on se dit pour une période telle, ok, ils n'ont pas fait, les organes n'ont pas fait leur assemblée. Ok, on peut aller en assemblée générale, mais il faut que ça soit un manco et qu'on s'organise, en tenant compte des expériences des uns et des autres. Et là, vous nous parlez du toilettage des textes. De toilettage des textes, à un certain moment. Après, ils l'ont laissé. Non, mais le toilettage des textes, le cahier de charge, tout ça, ça doit se faire. Maintenant, on donne quitus pratiquement à l'équipe de refaire tout ce travail-là selon un échéancier bien précis. D'1 année, 2 ans maximum, et en perspective de 4 ans. Qu'on ait des statuts où on ne verra pas, etc. Dans certains articles, qu'on n'ait pas, etc. On dit tel et tel et tel, etc., ça ouvre les portes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Notamment la limitation des mandats. Mais tout ça, il faut le voir et être conforme à ce qui se fait ailleurs. FIFA, CAF. 3 mandats de 4 ans. Il n'y a pas de solution miracle. On se conforme à la règle. Dans nos textes, la FIFA, dans ses textes, disent que les associations ont l'obligation de se se à nos statuts. Et depuis 2016... Et règlement. Déjà, depuis 2016, la FIFA a voté la limitation des mandats. La CAF en 2017. Oui. Et au Sénégal, on tente à... C'est ça que quand je dis restructuration, adaptation, conformité, adaptation, développement, il y a 4 domaines de la vision. Restructuration, conformité, adaptation, développement. Il y a des candidatures qui sont en train... Restructuration, c'est la gouvernance. Conformité, c'est les textes. Adaptation en termes de management des clubs, du football au sens général, et aller vers des perspectives de développement à l'image de ce qui se fait au plan continental et international. Pour rester sur le marché. Pour rester sur le marché. Il y a des candidatures qui sont en train de sortir comme d'habitude. Comme des champignons. Comme d'habitude. Alors, moi je demande sur les candidatures, à ce que tous qui mettent les intérêts personnels de côté sur les et qui regardent le football sénégalais devant. Rien que le football. Sur les candidatures, il y a une qui nous intéresse, qui intéresse le mouvement sportif, c'est celle... C'est cher sec, cher Ahmed Janssen. Moi, je ne le cache pas. Ouais. C'est mon ami. Nous sommes très liés. Mais ce n'est pas un problème de conflit d'intérêt ni rien. J'ai vu, parmi tous les candidats, sa présence en équipe nationale déjà. Ce qu'il a donné en équipe nationale de football. Ce qu'il a fait. Comme dirigeant aussi. Pendant des années. Il fait ses preuves au Djaraf. Jusqu'à avoir des compétitions qui l'amènent jusqu'à un niveau assez sensible quand même en compétition africaine. Et qui vit la fédération dans son cœur et dans son esprit. Quand il m'a posé la question, je suis fatigué. Moi je lui ai dit, tu es fatigué quoi? Tu ne peux pas quitter le social. Tu ne peux pas quitter le sport. Tu ne peux pas quitter ta famille. Tu ne peux pas quitter le Djaraf. Tu es né comme ça et tu es créé pour ça. Si certains disent Madi c'est un gars qui a de très bonnes compétences. Il y a d'autres éléments. Mais il y a d'autres éléments là, il y a tout. Mais moi, je serais pour un consensus. Élément là, ce qu'il a fait. Mais c'est extraordinaire.
pourquoi pas vice-président chargé de la Ligue de football amateur. Madi, pourquoi pas vice-président chargé de la Ligue professionnelle. Cheikh Seck, président de la fédération. Et si Amadou Kane, avec Odkar. Mais on le laisse avec son business dans Amadou. Moi, je donne des noms. Qu'on le laisse avec son business parce qu'il a fait quand même des résultats là-bas. Il a une capacité de mobilisation qui est telle en attendant qu'on règle cette affaire-là. Mais de mon point de vue, les navetans, c'est un échec. Ça va être l'objet d'une autre émission. Maintenant, dans la conformité, tout ça, je dis pyramidal, de manière pyramidale, il faut refaire le football depuis le sommet jusqu'à la base, jusqu'au niveau des districts, même navetans inclus. Et que l'État s'engage aussi à valider ce code et à signer jusqu'à ce que les gens respectent les obligations d'informer, de s'informer, de vigilance, de vigilance, de conseil et de mise en garde par rapport à l'État, par rapport à la fédération et par rapport à la masse des supporters qui constituent les assemblées générales des associations. Donc, les supporters sont l'autorité, le pouvoir autoritaire là-bas. Les clubs ont le pouvoir autoritaire au niveau de la fédération, au niveau des ligues, mais c'est comme ça qu'il faut évoquer. Et la délégation de l'État vis-à-vis de la fédération n'exclut pas le contrôle, et ainsi de suite. Alors, moi, je suis catégorique dans mon choix. Vous avez donné des noms à titre d'exemple. Alors, Augustin Senghor a promis de mais je le soutiens à 150% pour qu'il parte au conseil. Ah, ça c'est très pertinent. C'est très pertinent que tout le Sénégal doit soutenir Augustin Senghor. C'est l'ordre normal de son ascension. Mais au-delà, il y a sa candidature au sein de la fédération. Non, moi je le conseille. Je le conseille parce que pour être candidat au conseil, tu peux être président de fédération, tu peux être ancien joueur, tu peux être journaliste. Mais il faut que ce soit collé aux joueurs. Donc ce n'est pas exclu que pour être au conseil, il faut être président. Non. D'ailleurs, le président de la CAF est automatiquement vice-président là-bas. Après, il y a des membres, il y a 6. Dans les textes de la CAF, un président élu de fédération peut contester la présence d'Augustin Senghor au sein du conseil de la FIFA. Non. À quel niveau? Ça veut dire que si aujourd'hui... Attends, je vous précise quelque chose. La FIFA sera obligée de se conformer. Non, ce sera la CAF qui va décider après. Supposons aujourd'hui, le 12, Augustin, membre du conseil. Alhamdulillah, nous aurons un représentant au niveau du football mondial. Il en a les capacités. Au regard des missions du conseil. Maintenant, nous, si on vient en assemblée générale août, et quelqu'un d'autre soit élu président, comme par exemple, alhamdoulilah, je le souhaite, Cheikh Seck soit président de la fédération. Je le souhaite de tout cœur. En ce moment, c'est la CAF qui décide. Et Cheikh Seck peut demander à c'est la CAF au titre du Sénégal. Non, ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, vous vous trompez. C'est la CAF qui a pouvoir. C'est la CAF qui va dire. Non, attends, moi je te dis. Je précise, ne me coupe pas. La CAF peut retirer Augustin Senghor du conseil, peut le maintenir. Mais Augustin doit sa présence au sein de la CAF par le fait qu'il est président de la fédération sénégalaise de football. Pourquoi il y a combien de présidents de fédération? Attends, il y a combien de présidents de fédération à la CAF? Les présidents de fédération ont été vice-présidents. Non, il y a la vice-présidence, il y a les autres postes. Mais c'est ça que je te dis. Si aujourd'hui, ça ne remet pas en question. Obligatoirement, la CAF sera obligée de remplacer. C'est pas une obligation. Vous le voyez les textes, vous verrez. J'ai bien vu les textes de la CAF et de la FIFA. La FIFA dit dans le conseil, dans les textes de la FIFA et de la CAF. Non, je parle de la présence du président de la fédération au sein de la CAF. Non, c'est ce que je suis en train de te dire. Oui, il n'est plus président ici. Il y a un président qui est là. La CAF va décider de son sort, de le maintenir dans le conseil ou de l'ôter du conseil. C'est la CAF qui décide là-bas. Ça n'a rien à voir. Ça peut se faire sur demande? Non, sur demande de la fédération sénégalaise? Non, c'est la CAF qui a cette légitimité. Non, c'est la CAF qui a... Non, attendez, chez vous. Mon président là ne va pas le faire. Ok. Pour être concret, mon président là ne va pas le faire. Il faut rassurer.
Je rassure tout le monde que mon président ne va pas le faire. Dans le manco, ce point a été évoqué. Qu'on mette ce point, qu'on le règle, qu'on dise que même si ça existe d'après ce que vous dites, le président qu'on cherche à promouvoir notre ami frère Senghor là-bas, qu'on se discute pas sur la carte, mais qu'on construise notre football local. Donc un autre manco. Manco au profit de notre football local, manco pour les compétences soit au niveau de la gouvernance, manco pour que celui qui va au conseil soit en relation directe avec notre président actuel, toujours dans une symbiose de manco pour qu'on soit plus présent en Afrique et que les concurrences en Afrique soient contournées et qu'on ait plus de visibilité à l'international. Moi, voilà ce que je veux. Mon dernier mot. Mon dernier mot, c'est je te salue déjà pour ton déplacement et de m'avoir donné l'opportunité de parler aux Sénégalais, aux sportifs en même temps. J'ai réussi à vous sortir de mes trucs parce que je suis un patriote du football sénégalais. J'ai plus les capacités que j'avais, mais j'étais très impliqué dans la gouvernance au niveau de la gendarmerie. Maintenant, aujourd'hui, je souhaite que cette gouvernance-là soit une gouvernance vertueuse, porteuse de développement durable du football sénégalais. Merci à Anne Faye-Diop qui a participé à l'émission dans son coin. Merci à notre technicien Ndoye, Petit Ndoye je l'appelle, par sa taille. Merci à Cheikh Omar Sy pour ce premier numéro, droit dans les buts. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup.